Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour notre débat qui a, comme vous savez, le sujet comment satisfaire une population croissante dans un monde qui s'épuise. Je m'appelle Christian Schubert, je suis correspondant du journal allemand Frankfurter Allgemeine à Paris et comme vous remarquez, je parle avec un accent très fort, alors il faut être très silencieux pour me comprendre. Vous savez, les temps sont rudes pour l'Allemagne, sur le court terme et sur le long terme. D'abord, on n'est plus dans la Coupe du Monde, et c'est long. Et en plus, et ça c'est notre sujet, selon les experts de la population, la France va nous dépasser avec son nombre d'habitants dans l'année 2050 à peu près. Alors on va perdre 2 titres importants, mais plus sérieusement, bien sûr, on est tous derrière les Bleus. Non, mais sérieusement, sur la question de la population, ça a plusieurs implications, n'est-ce pas? Et parce que je viens de l'Allemagne, la question est intéressante aussi. À quel moment est-ce que la croissance de la population est un problème et à quel moment est-ce que c'est un atout? À quel moment est-ce que ça devient une bonne croissance et à quel moment c'est une mauvaise croissance de la population? Mais on a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi de parler de ça et je vais présenter maintenant nos invités. D'abord, on a là Monsieur Hamouda, Hakim Ben Hamouda, excusez-moi, ancien ministre de Finances et de l'économie de la Tunisie entre 2013 et 2015. Monsieur Hamouda n'est pas seulement un très bon connaisseur de son pays, il était aussi un décideur important de son pays. Et en plus, il est aussi un expert du développement et du commerce mondial. Parmi ses multiples fonctions qu'il a eues, je nomme seulement quelques-uns. Conseiller spécial auprès du président de la Banque africaine de développement à Tunis. Et il était à l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Et longtemps, il a travaillé aussi pour les Nations unies. Après, je vous présente Madame Shermin Dajani. Madame Dajani est la fondatrice et la PDG de l'entreprise PanMed Energy, qui est un cabinet de conseil et d'engineering le plus important en Jordanie et dans la région. Elle est aussi une des fondatrices du MedGrid, ce projet industriel qui a envisagé des exploitations d'électricité renouvelable dans différents pays, aussi en Europe. Madame Dajani est aussi très active dans les questions et dans le sujet du, ça en anglais, Women Empowerment. Je n'ai pas trouvé un bon mot français là, mais je suis sûr que vous comprenez. Voilà. Et après, au milieu, bien sûr, Monsieur Jean-Bernard Lévy. Pour beaucoup de gens, il ne faut pas le présenter. Monsieur Lévy, polytechnicien, connaît comme peu de gens le monde d'entreprises privées et publiques. Et il connaît comme peu de gens de secteurs très différents. Depuis 2014, M. Lévy est PDG d'EDF, comme vous savez certainement. Et j'imagine que vous avez quelques clients dans la salle. Là. J'espère surtout que tout le monde est client. Voilà, des clients plus ou moins contents, parce qu'aujourd'hui, on peut choisir, n'est-ce pas? On peut choisir le fournisseur. C'est différent qu'avant. Et voilà, M. Lévy, il a géré plusieurs entreprises, parmi eux Thales et aussi longtemps Vivendi. Merci d'être là. Et à mes côtés, Jean-Marc Olanier, qui est Group Chief Executive pour le sujet des ressources naturelles, mais aussi d'autres ressources. J'ai Accenture, le grand cabinet de conseil. Et vous avez longtemps travaillé dans des sujets de chimie, énergie et ressources naturelles, aussi partout dans le monde, sur plusieurs continents. Et last, but not... Non, pas encore last. D'abord, Monsieur Reza, qui est ici, Monsieur Reza Degati, connu comme Reza, hein, je crois, je peux dire, hein, un photographe reconnu partout dans le monde qui a
travaillé pour des magazines très fameux comme National Geographic, Paris Match bien sûr, et aussi un homme qui fait beaucoup des expositions, aussi partout dans le monde, et pas seulement un photographe, mais aussi un militant pour des causes sociales qui gère son ONG, qui essaie de sortir des jeunes de ces circonstances difficiles. Merci d'être là aussi. Et maintenant, last but not least, notre professeur est membre du cercle économique, à ma droite là, Hippolyte Dalbis, qui est professeur à la Paris School of Economics et aussi un senior chercheur au CNRS. Pardon, ça c'est anglais là. Il est aussi un expert de la question de démographie. Il est éditeur d'un journal de démographie et économique. Et vous connaissez le déroulement. C'est un membre du cercle des économistes qui va commencer avec une introduction. Pour cela, je vous donne le mot et je vous donne la parole. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je vais prendre le mot et la parole. Donc, bonjour à tous, merci d'être si nombreux dans ce bel amphi. Donc, je vais introduire un peu le sujet, c'est un sujet très vaste. Beaucoup de gens pensent avoir des idées, néanmoins c'est bon de recadrer. On est à peu près 7,5 milliards sur Terre, à peu près. Je sais, il y a des estimations qui sont parfois données, qui sont très précises, mais en fait on ne sait pas trop, et c'est pas très grave. Donc on a environ 7,5 milliards, et les projections nous disent qu'en 2040 c'est demain, dans un peu plus de 20 ans, on serait peut-être 1 milliard de plus. En fait, ces projections reposent sur des scénarios qui sont, je dirais, très optimistes, de continuation de la transition démographique. Et il y a de fortes chances, en fait, qu'on ne les réalise pas et que l'augmentation de la population mondiale soit beaucoup plus importante. Je prends un exemple, c'est l'assouplissement de la politique d'enfants uniques en Chine. Vous voyez, si les 300 millions de Chinoises qui sont en âge d'avoir des enfants n'ont pas un, mais 2 enfants, vous voyez, l'augmentation, finalement, de la population serait beaucoup plus importante. 10 milliards, c'est un chiffre qui n'est pas impossible pour 2040. Et la question qu'on va poser aujourd'hui, un petit peu, non pas pour faire des projections, mais plus pour avoir une expérience de pensée, serait de savoir qu'est-ce qui se passerait si on était, dans 20 ans, 10 milliards, c'est-à-dire 2,5 milliards de plus. Alors, ce qu'on peut faire pour essayer de réfléchir ensemble à cette question, c'est de regarder ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Il y a 30 ans exactement, on était 2,5 milliards de moins, on était 5 milliards. Et déjà, beaucoup de gens considéraient que c'était beaucoup et qu'on était très nombreux. Alors c'était intéressant de voir d'une certaine manière les craintes qui étaient exprimées à l'époque pour voir si d'une certaine manière elles se sont réalisées ou non. Une des grosses craintes de la surpopulation et de l'augmentation de la population que les gens percevaient, c'est de se dire qu'il allait y avoir un très fort accroissement de la pauvreté. Vous voyez, si on est plus nombreux, on va avoir plus de mal et donc les économies vont s'appauvrir et il va y avoir plus de pauvreté. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a 30 ans, c'était 40% de la population mondiale qui vivait sous les seuils critiques de pauvreté, c'est-à-dire 1,9 $ par jour. Aujourd'hui, c'est 10%. On a une amélioration fantastique. Deuxième grande crainte que l'on pouvait exprimer à l'époque, dans les années 70-80, c'était la sécurité alimentaire. Si on est trop nombreux, il ne va pas y avoir assez à manger pour tous. Or, la production alimentaire par tête a très fortement augmenté. Et je dis bien par tête, c'est-à-dire que la production alimentaire augmente beaucoup plus vite, vous voyez, que la population mondiale, elle a augmenté de 30%. Même l'Afrique, et je le dis bien, même l'Afrique, la production alimentaire par tête en Afrique a augmenté de 20%. Il y a aussi la sécurité énergétique. Les gens exprimaient beaucoup des craintes au sujet d'épuisement des ressources. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment sur cette même problématique, ou pas toujours. On peut prendre par exemple les prix du pétrole qui, en termes réels, vous voyez, n'ont pas tellement changé. Alors, tout ça ne s'est pas réalisé, mais je ne voudrais pas forcément avoir un message optimiste, vous voyez. Il y a d'autres craintes qui s'expriment aujourd'hui et qui sont associées à la population. Elles ont simplement changé de nature. La première, ça va être l'environnement, très fortement, ces émissions de gaz à effet de serre. Prenez par exemple le méthane, qui est issu notamment des rizières. Si on est beaucoup plus nombreux, et notamment si on est beaucoup plus nombreux à manger du riz, vous voyez, il y aura un accroissement du méthane qui est un des composants très importants du réchauffement climatique.
il y a la perte de biodiversité qui va être associée aussi à un accroissement de population et qui est très important. Il peut y avoir l'accès à l'eau, on va en parler aujourd'hui. Voilà. Première grande crainte aujourd'hui, c'est l'environnement associé à la population. Une deuxième crainte, plus diffuse, qui est celle des migrations. Peut-être liée à l'environnement, ce qu'on appelle la migration climatique. On se dit très fortement que s'il y a des problèmes climatiques, les gens vont se déplacer, donc il va y avoir un accroissement des migrations. En aucun cas, je n'ai dit que c'était un problème, je dis que c'était une crainte qui pouvait être exprimée par certains. Il y a aussi un phénomène démographique tout simple qui fait que la jeunesse est au sud de la Méditerranée notamment, alors que si je puis dire, la vieillesse est au nord de la Méditerranée. On prévoit qu'en 2050, c'est un tiers de la jeunesse mondiale qui est en Afrique subsaharienne. Il y aura des flux migratoires importants. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que les craintes associées à la population sont souvent révélatrices des craintes importantes d'une société à un moment donné. Simplement, ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est que les craintes ont changé de nature. Aujourd'hui, l'environnement et les migrations sont deux objets de crainte. Un mot, si je puis conclure là-dessus, on a quand même eu des leçons de l'histoire. Et une des principales leçons que l'on peut avoir depuis les années 60-70 par rapport à la population, c'est que les politiques de réduction de la natalité ne marchent pas forcément. Il y a eu ces politiques très importantes, menées notamment par la Banque mondiale, etc., en Afrique, qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. Vous avez encore des pays qui sont même pas au début, vous voyez, de la transition démographique, malgré des efforts considérables de la Banque mondiale. Si je puis dire, les politiques qui marchent, entre guillemets, mais je ne voudrais pas donner un sens positif, vous voyez, à ce marche, celles qui fonctionnent, ce serait typiquement celles qui seraient menées par des gouvernements autoritaires. Et un cas tout à fait emblématique serait celui de la Chine. Mais il ne faut pas oublier que, certes, il y a eu beaucoup moins de naissances en Chine, mais il y a des dommages collatéraux. Et le principal a été le fait qu'il y ait beaucoup moins de petites filles qui sont nées que de petits garçons. On est à 15% de petits garçons de plus, de naissances masculines de plus que de naissances féminines. C'est un problème qui est considérable, dont on n'a pas encore mesuré l'impact social associé au fait qu'une grosse partie de la population masculine ne va pas trouver d'épouse. Voilà. Donc, ce que l'on sait, je dirais, depuis 30 ans, c'est qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on va claquer dans les doigts et qu'on va changer la population mondiale et qu'on va réduire ce taux de croissance. Et donc, finalement, voilà, en 2018, le seul espoir que l'on peut avoir, c'est sur un changement de comportement, une modification des comportements et notamment d'utilisation et de gestion des ressources. Ce sont des problèmes globaux, que ce soit l'environnement ou que ce soit les migrations, et il est tout à fait nécessaire finalement que les gouvernements, mais pas que les gouvernements, aussi la société civile, puissent intervenir pour essayer de les résoudre, et c'est l'objet finalement de ce panel. Je vous remercie. Oui, merci Hippolyte, c'est intéressant parce que vous donnez partiellement une vue assez optimistique. Alors on a sorti beaucoup de monde de la pauvreté. Monsieur Hamouda, je voudrais vous demander, parce que vous venez d'un pays qui est quand même confronté avec beaucoup de défis. Alors est-ce que vous avez aussi une vue plutôt optimistique? Merci. Moi, je ne m'attendais pas à être le premier à réagir sur... Je suis un petit peu surpris par... je partage en partie l'analyse qui a été faite par Hippolyte. Je pense, et j'ai contribué personnellement à préparer un certain nombre de ces rapports sur les grandes tendances. Les grandes tendances au niveau de y compris au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a participé à la rédaction avec un certain nombre d'institutions africaines des tendances qui confirment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on a contribué, ou l'Afrique ou les pays africains ont contribué à réduire le niveau de pauvreté, ont contribué aussi ou ont participé à la réduction de la croissance démographique dans un grand nombre de pays, mais dans une mesure certainement moins importante que celle de l'Asie. Mais je crois qu'il faut nuancer, c'est-à-dire entre ce discours et ces grandes tendances et ce que nous voyons tous les jours. Moi, je viens de la Tunisie, comme vous l'avez dit, et je vous donne un chiffre très simple, c'est-à-dire que le nombre de ce qu'on appelle l'immigration clandestine, en 2016,
partant de la Tunisie vers l'Europe, vers l'Italie. En 2016, il a été à peu près entre 3 000 et 4 000, hein, selon les chiffres de la partie italienne et de la partie tunisienne. En 2017, ce chiffre, il est à 17 000. 17 000, c'est-à-dire il y a eu pratiquement 10 000 personnes de plus qui ont tenté, vraiment au risque de leur vie, dans des conditions... Je ne sais pas si vous avez vu des films sur les conditions d'immigration clandestine, pas seulement du côté méditerranéen, mais du côté du désert algérien. Les gens qui tentent l'expérience à travers le désert algérien. Premier trimestre 2018, en partance de la Tunisie, 4 000 personnes ont été arrêtées. C'est les 4 000 personnes qui ont été arrêtées, soit par les gardes-côtes tunisiens ou les gardes-côtes italiens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons vu, où il faut nuancer ces discours ou ces grandes tendances globales sur la réduction de la pauvreté, sur la réduction de la démographie, je crois quand même qu'il y a véritablement encore un problème, particulièrement je parle de la situation que je connais le mieux, celle de l'Afrique du Nord et de l'Afrique d'une manière générale. Et les pays africains sont confrontés encore à 3 types de défis, à 3 types de problèmes. D'abord, une marginalité sociale avec le chômage, un chômage très élevé, un chômage de cadres, de diplômés, et en dépit de la réduction de la pauvreté, mais une grande exclusion, je dirais, sociale et du système éducatif. C'est un premier problème relativement important. Le deuxième, c'est, je crois, l'incapacité des modèles économiques actuels à offrir des opportunités et des possibilités pour ces jeunes de satisfaire leurs désirs d'avenir, de satisfaire leurs besoins parfois immédiats. Et le troisième aspect, je pense, c'est l'incapacité des gouvernements et la pression forte, je dirais, sur les gouvernements en place. Je vois le Premier ministre, M. Lionel Zinsou, qui a été confronté aussi au Bénin à ce type de problème. Tous les gouvernements africains, cette implication a réglé, je dirais, des problèmes immédiats et des problèmes, et sans réfléchir, je dirais, sur les grandes réformes et les grandes transitions à mettre en place. On discutait tout à l'heure à midi, par exemple, sur la transition énergétique. Vous avez des gens de l'énergie ici. Le pétrole coûte ce qu'il coûte. Moi, il m'a coûté, lorsque j'étais au gouvernement, 110 $, ce qui représentait un poids énorme sur le budget de l'État. Mais je continuais à importer du pétrole, en tout cas une 50% des besoins du pays en pétrole, et je n'avais pas le temps, je n'avais pas les moyens, et surtout la pression internationale de la part de grandes institutions était tellement forte pour que je règle les problèmes de court terme et que je ne réfléchisse pas sur les réformes stratégiques ou sur les réformes de long terme ou de moyen terme qui auraient permis probablement de réduire la pression sur un certain nombre de choses. Donc, il y a une pression, certes, les choses ont changé, certes, il y a eu des tendances positives qui sont importantes, qu'on peut enregistrer en Afrique, mais on est loin du compte. C'est-à-dire les jeunes sont encore loin du compte, et il y aura toujours cette pression forte que vous avez vue et qui a mis aujourd'hui le débat sur l'immigration clandestine au cœur, je dirais, du débat politique, non seulement africain, parce que le débat sur l'immigration clandestine est beaucoup plus en Europe qu'il l'est dans d'autres régions, malheureusement. Mais en tout cas, ceci est une indication forte sur la complexité de la situation que nous vivons et au fait sur ce qu'elle demande à faire encore plus en dépit de ces grandes tendances. Les grandes tendances, je pense, cachent des réalités locales qui sont loin d'être roses et qui demandent véritablement à être améliorées et à être développées de manière à réduire toutes ces pressions que nous voyons sur les ressources naturelles, les pressions sur les ressources énergétiques, les pressions sur le climat, et ceci passe par une grande préoccupation malheureusement absente du débat économique qui est l'égalité, l'intégration sociale et la justice sociale qui sont, je crois, qui doivent être au cœur, je pense, du débat, non seulement du développement, mais du débat sur la globalisation et dans un contexte de montée des populismes et de l'extrémisme, comme dans nos régions, et le terrorisme. Je crois que c'est la préoccupation que nous devons mettre au cœur du débat. Donc, plus d'égalité, plus d'opportunités,
pour les jeunes, sans véritablement les moyens de réduire les pressions sur les ressources et surtout réduire un énorme problème qui sont les problèmes d'émigration, les problèmes de cette volonté de sortir de la marginalité au prix du désespoir et au prix d'un aventurisme duquel très peu de gens, ou beaucoup de gens en tout cas, ne reviennent pas. Oui, merci, Monsieur Hamouda. Je trouve que c'est très intéressant cette relation entre migration et développement économique. J'ai lu, peut-être après on peut approfondir un peu cette question. On a vu que la migration des pays les plus pauvres n'est pas tellement grand, c'est plutôt petit. Ça veut dire seulement à partir d'un certain niveau de développement, les gens commencent à émigrer. Parce qu'il faut avoir un certain moyen, un certain pouvoir d'achat pour payer le voyage. C'est aussi la question, qu'est-ce que ça veut dire pour notre aide de développement? Est-ce qu'on va peut-être avec ça, d'une certaine façon, augmenter encore la migration, au moins temporairement? Mais ça, c'est une question, peut-être on peut après approfondir. Maintenant, je vais parler en anglais parce que je voulais dire aux gens qui veulent peut-être des casques, because Ms. Dajani will speak in English. Ms. Dajani, you heard the translation, I suppose? Yes, very good. You can speak in French. So you will talk about now your global views, but also about your experiences in Jordan, which is a country which is, I think, even more than Tunisia, confronted with migration challenges. Thank you. Is this on? First of all, I want to say how honored I am to be invited to participate in this distinguished forum to address. No? Okay. First, I'd like to say how honored I am to be invited to participate in this distinguished forum, which which discusses and addresses timely issues during these very uncertain times. Such meetings reach beyond the ideology and the division that spin and dominate much of our world. I also would like to correct you by saying that I was not the founder of Medgrid. It is actually a French government initiative to connect the grid of the Mediterranean basin around the countries around the Mediterranean by air and under the Mediterranean. And I was very happy to be a member of that. I would like to address the issue on how to manage a crowded and exhausted world. And in one sentence, to make everybody happy, I can say that it is through improvement in technology and the sharing of it. Sharing is very important. My answer is not embedded in the Malthusian doctrine, which is pessimistic view of population growth, nor in the Confucian view that technology advances will always find the means and needs of growing populations. I'm not a pessimist or an optimist, but where the world goes from here depends on how the world, especially those developed countries who have all the technology and the advances in technology, decide to act. And act they must. We need a new approach to challenges to face today that must be tackled in a unified way and at a global level. It is easy to observe that the world population is growing at a faster pace, for this is natural outcome of the advances in combating disease and supplying human needs. Medicine has gone very far. It can also be asserted that the populations of the poor South tend to grow faster than the ones in the North. So it is also common knowledge that the world is fast becoming more and more connected. Therefore, the trouble of one individual, group, or a nation can become those of the others, or at least shed the ramification on the others. Negative and positive
externalities with increasing closeness of humans of all nations made the woes of others a concern to all. If you remember, a few years ago, the world discovered the AIDS disease. The West, the developed world, and the West remained complacent about it as it was considered an African disease. But within a few years, AIDS came to affect the neighborhoods and the citizens of the developed countries in this increasingly proximate world. In my part of the world, technological advances enabled the citizens of Tunisia and those of the Arab world to witness on their smartphone and the web the self-immolation of a street vendor in 2010. When he burned himself, we saw it, and the images sprouted the Arab Spring, and massive modern-day diaspora surged all over the Arab world, affecting near and far countries, and civil wars and bloody conflicts, forcing the migration of millions of people. Forced migration is a constant in history since the beginning of time. People traveled under duress from one part of the sphere, which we call our world, into another. Our mixed DNA would tell you that we come from all sorts of people. But immigration need not be caused by wars. Technology has allowed us the privilege or the curse, depending on our biases, to see how the other lives and to reach the other in order to better the chances of better life. So when I see someone living a better life in Sweden, I would want to immigrate and go to Sweden because I would want to lead that kind of life. So the greater the reward, the more likely the humans will take the risk. The environment is also degraded by greed and avarice, and it is global in its impact. What nations have wrought upon this shared earth is great for greater wealth. It has caused global warming and its aftermath that everybody has to share. Because a hurricane or rising temperature or volcanoes or earthquakes don't know borders, don't know states, don't know immigration laws. They come and they just strike. And unless we act fast on the environment, it would become a wretched world. I would like to say that also we must acknowledge that human dignity knows no social, economic, gender, or ethnic barrier. I want to be positive and remind you of the words of Adam Smith, who is the father of modern economics and capitalism, who said in 1776 that it's better to have a wealthy neighbor than a poor one, unless you are in a state of war. And as the president of l'Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranée, Mr. Jean-Louis Guigou was here yesterday, he says, those poor countries, ones with strong demographic growth, should be made rich, not of the kindness and charity of the hearts in the developed countries, but because it is better for those that are already rich to have a wealthy neighbor. It should be obvious to recognize that greater profits can be made by already rich from supplying wealthy market than poor ones. Therefore, to manage a crowded and exhausted world, you don't manage it. No need to manage it. You share it with others. So the other can grow and become wealthy. Neighbor. It is a destitute and divided world where we have advanced technologies in the north, while the south remains distant and unenabled. We need to make every opportunity to share the know-how. Let not the fourth revolution increase the gap between the rich and the poor, because if you do, the south will travel to you. People should empower people around the globe and become better consumers and producers by sharing the flow of technology if you want to better yourselves. I think this is the answer. Now, I would like to talk about the Middle East very briefly and say that I come from Jordan, and the Middle East is
really facing an unprecedented and interrelated challenges, including conflicts, war, extraordinary human displacement. According to the UN Refugee Agency, 68 million refugees are displaced worldwide. 68 million, at the rate which is equivalent to 20 people fleeing their homes every minute, every day. Every minute, every day. The Syrian crisis and the Syrian conflict caused 4.7 million refugees to flee to other neighboring nations, and 6 million are displaced inside Syria, they remain there. Jordan is the host of 1.4 million Syrians, of which 650,000 are in refugee camps, and the rest are hosted by communities in urban areas. Jordan is also hosting Iraqis who fled the war, Palestinians, Yemenis, Libyans. 1/3 of the Jordanian population is non-Jordanian. Since the outset of the war 8 years ago, of the Syrian war, the refugees costed Jordan annually 1.5 billion, which that was money that we used to service our debt. Now, instead, we cover the refugees. And the funds from the donor communities only cover 28% of the refugee needs. So it is a big burden on Jordan. Our carrying capacity is overstretched. And I was speaking earlier that in the past 2 days, we had 350,000 refugees on the Jordanian-Syrian border, fleeing the war and the fighting in the south of Syria. And Jordan could not let them in. I know some people died at the border, but Jordan sent mobile hospitals and food and doctors and so on. And they were very innovative. They began a dialogue with Russia, and the fighting stopped between the rebels and the government army. So now, as of today, those people are going. I have to ask you to come to an end. Sorry. I beg pardon? Sorry. Would you please come okay, to an end? Yeah, just I'll a stop couple now. of That's it. phrases. It's okay. Oui, merci beaucoup, Madame Dachani. C'était impressionnant. Il faut s'imaginer un tiers de la population de la Jordanie qui ne vient pas de la Jordanie. C'est vraiment un défi extraordinaire. Monsieur Lévy, alors, vous qui connaissez très bien le monde des entreprises, vous travaillez pour une entreprise qui est présente dans les pays qui reçoivent l'immigration, mais aussi des pays qui sont à l'origine de l'immigration. Alors, quelle est la contribution des entreprises? Bien, merci. Je voudrais d'abord remercier ma voisine pour son propos qui nous a montré, je crois, l'étendue des sujets vu d'un angle très différent du nôtre. Moi, je reprendrai peut-être effectivement l'angle de l'entreprise et de son rôle. Poser la question de l'épuisement du monde, c'est traiter de l'épuisement des ressources de la planète, car si nous vivons sur Terre, nous vivons aussi de la Terre et de ses différentes ressources. Indiscutablement, la croissance de la population, et avec des besoins moyens de chacun des habitants de la Terre qui sont eux-mêmes en croissance, cela est une cause d'épuisement des ressources de la planète. Je vais l'illustrer par un concept parfois discuté, mais qui a le mérite d'être pédagogique. C'est le concept du jour du dépassement. C'est l'association américaine Global Footprint Network qui établit ce jour de déplacement, qui le publie chaque année. Le jour du dépassement, c'est le moment où nous avons consommé, depuis le début de l'année, ce que la planète régénère en une année. Si on regarde donc les ressources de la planète, le jour du dépassement tombait le 24 décembre en 1971. En 1971, c'était pour la première année, le moment où nous avions franchi le stade où la planète s'appauvrit globalement en ressources naturelles. Le jour du dépassement, en 2017, c'était le 3 août. Et si l'on s'en tient à la consommation française, qui n'est pas la pire des pays riches, le jour du dépassement, c'est début mai, ce qui veut dire que près de 3 années de production par habitant
nous consommons, nous, en moyenne, les Français. Donc nous sommes en train de réduire les ressources de notre planète, même si pas toutes les ressources, pas au même rythme pour toutes les ressources, comme l'a dit monsieur Dalbis. En matière de consommation d'énergie, qui est un peu plus mon domaine, je crois qu'il est clair que le sujet est essentiel. Nombre des besoins de l'humanité sont satisfaits au moyen d'une consommation importante d'énergie, on l'oublie souvent, mais pour se chauffer, pour s'alimenter, se déplacer, pour travailler, pour s'éclairer, pour communiquer, nous avons besoin d'énergie. En 1973, nous avons eu le premier choc pétrolier, mais aussi le rapport assez alarmiste du Club de Rome. Depuis 1973, la consommation d'énergie dans le monde a doublé, plus que doublé. Mais la disponibilité de certaines ressources naturelles, bien sûr, n'a pas doublé. Cette consommation d'énergie, qui est en forte croissance, elle s'explique bien sûr par la combinaison de la croissance de la population et de la croissance économique. Plus d'humains, plus de richesses, c'est plus de besoins en énergie. Mais cette croissance s'explique aussi par nos modes de vie, par les modes de vie dominants de notre civilisation. L'analyse statistique confirme une corrélation forte entre la consommation d'énergie et le PIB. Il y a une corrélation évidente entre croissance et énergie dans les pays qui se développent, alors que cette corrélation est moindre dans les pays à très faible revenu. Et à l'autre extrémité, dans les pays à fort revenu où la croissance a désormais lieu avec une augmentation faible ou nulle de la consommation d'énergie, on voit apparaître cette décorrélation qui est la bienvenue. J'ai donné un exemple. Le ministre chinois de l'énergie avec lequel j'étais il y a quelques jours me disait récemment qu'il est fier d'avoir réussi à décorréler la croissance économique, qui est en moyenne sur 5 ans en Chine de plus de 7%, avec la croissance de la consommation d'énergie, qui est en moyenne en Chine de 2,5%. Donc devant les dommages, devant les problèmes créés par l'explosion des consommations d'énergie, même la Chine adopte un comportement plus sobre, et de ce point de vue-là, on peut peut-être la classer parmi les pays développés. La sobriété de la croissance et de nos comportements est une vertu recherchée dans bien des pays. En France, on peut l'illustrer, et ailleurs aussi, par les dépenses publiques considérables qui sont affectées aux économies d'énergie, souvent après que ces mêmes énergies ont été lourdement taxées. Taxer l'énergie, c'est sympathique pour les gouvernants, ça permet à l'État de financer plein de choses, ça ne se voit pas trop, et ça va dans le sens de la préservation de la planète. Il est donc paradoxal, au nom d'autres politiques publiques, de détaxer certaines professions. Et ce que je vais dire là, je sais, c'est politiquement très incorrect, mais on peut s'interroger. Les agriculteurs, les compagnies aériennes ou les chauffeurs de taxi ne sont pas d'accord. Pour eux, ça ne marche pas si le gazole n'est pas détaxé. La transition énergétique, qui est au cœur de notre mission chez EDF, elle vise à lutter contre le réchauffement climatique et à limiter au fameux 2 degrés la hausse de la température moyenne de la planète d'ici à l'an 2100. La température moyenne augmente depuis 2 siècles à cause des émissions principalement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La transition énergétique sera donc une savante combinaison entre nos efforts pour une croissance plus sobre et nos efforts pour une décarbonation des consommations d'énergie. Or, on sait maintenant qu'on peut viser une croissance sobre en émissions de CO2 et substituer à des sources d'énergie qui émettent beaucoup de CO2 des énergies renouvelables. Et le vecteur de cet espoir formidable, c'est l'électricité. Notre mission chez EDF se nourrit de cette certitude. Notre avenir est électrique. Le rythme de croissance de la demande en électricité dans le monde est actuellement de plus de 2% par an, soit le double de la croissance de la demande en énergie. Et cette tendance va se prolonger selon l'AIE, qui est une agence de l'ONU. D'ici à 2040, la Chine prévoit d'augmenter sa production d'électricité de 70%. Et si je prends l'Inde, elle va produire, en plus de ce qu'elle produit déjà aujourd'hui, elle va produire en plus l'équivalent de ce que nous produisons en électricité dans toute l'Union européenne. Et donc, la part de l'électricité dans la consommation totale mondiale d'énergie va augmenter, elle va doubler, elle va passer d'ici à 2040 de 18 à 36%. L'électricité croît par elle-même, mais aussi par substitution à des sources d'énergie fossiles, essentiellement le charbon, bientôt le pétrole et bientôt aussi le gaz. À ce titre, on voit que tous les grands opérateurs européens d'hydrocarbures entrent sur notre marché, deviennent nos concurrents. Le marché de la production et de la fourniture d'électricité est attractif pour eux, et pas seulement à cause des véhicules électriques. Cette croissance, elle est aussi tirée par le numérique. Nous avons du numérique partout, dans nos usines, dans les fermes de serveurs, dans les bâtiments, notamment avec la climatisation, merci. Nous avons aussi des usines à la maison avec les objets connectés.
Et puis nous avons aussi beaucoup de numérique dans les objets que nous regardons les uns les autres, et les quelques-uns qui ne m'écoutent pas sont actuellement avec un objet numérique en main, j'imagine. Encore faut-il que cette électricité que nous allons produire et consommer bien davantage soit décarbonée. Alors n'épuisons pas les ressources fossiles comme le pétrole et le charbon et le gaz pour produire de l'électricité, quand il y a des modes de production de l'électricité qui n'émettent pas de carbone et qui sont pilotables, comme le nucléaire et l'hydraulique, ou bien qui sont illimités, comme l'éolien et le solaire, même si ceux-là ont besoin et auront besoin d'un complément sous forme de stockage, de batterie, s'ils se développent à grande échelle. Ce n'est qu'en 2017 qu'on a vécu le tournant où, pour la première fois, il s'est construit dans le monde plus de renouvelables, 160 gigawatts, dont la moitié en Chine, que de centrales à charbon et à gaz. C'est un premier pas. Il faut maintenant accélérer. EDF essaye de le montrer avec son plan solaire et son plan stockage. Je vous remercie. Oui, Monsieur Lévy, merci beaucoup. Alors, on a entendu, il faut produire beaucoup plus d'énergie. Il faut aussi le décarboniser. Monsieur Olanier, vous qui vient de Accenture, vous avez d'autres idées et je crois que ça concerne les nouvelles technologies surtout. Merci. Oui, merci. Merci bien. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous à Aix. 3 points pour participer à ce débat qui, vous l'avez vu, pose plein de questions sur l'évolution de notre monde. Premier point, c'est la démographie. Je pense que vous avez déjà aperçu dans le panel comment on peut envisager le monde dans les années qui viennent et les conséquences en termes de migration. Moi, je retiendrai 2-3 points qui m'ont fasciné sur l'évolution de la démographie, parce que la démographie, c'est probablement la démographie, c'est probablement une des prévisions économiques les plus fiables que l'on ait aujourd'hui. Donc je vais prendre celui-là, peut-être s'il marche mieux. Et je retiendrai 3 points qui me paraissent importants dans l'évolution. C'est l'urbanisation de la planète. C'est clairement l'explosion de pays comme l'Afrique et l'Inde qui se rajeunissent, alors que la Chine vieillit sans systèmes sociaux, ce qui va être un élément important de la démographie. Et finalement, vous l'avez entendu, tout ce qui est lié aux migrations. Mais je retiendrai le 3e point qui, moi, me paraît le plus important par rapport à notre débat en tant qu'économiste, c'est que fondamentalement, le modèle économique que l'on a aujourd'hui dans le monde ne pourra pas fonctionner avec cette démographie qu'on voit à horizon de 30 ou 40 ans. Monsieur Lévy l'a rappelé sur la consommation de ressources. J'ai d'autres chiffres qui démontrent exactement la même chose. C'est que le modèle économique d'aujourd'hui, que dans la consommation des ressources naturelles, ne permettra pas d'assurer le développement de l'ensemble de ces pays. On le regarde sur la biodiversité, sur l'environnement de l'eau, des forêts, bien sûr des ressources énergétiques, et demain, ça sera des métaux rares. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, notre modèle économique ne pourra pas permettre de satisfaire les besoins de ces populations que l'on voit à travers le monde. Alors mon 2e point, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je vais plutôt prendre le point de l'économique parce qu'il y a bien d'autres sujets que l'on pourrait discuter. Mais si on regarde sur le plan de notre modèle économique et social, je pense qu'il faut véritablement réinventer le modèle de développement de nos sociétés. Si on regarde aujourd'hui, historiquement, les modèles de développement de nos sociétés, la croissance de l'activité économique était liée au sens large à la consommation de ressources naturelles. Monsieur Lévy l'a rappelé sur l'énergie, mais c'est vrai sur l'ensemble des autres. On avait un modèle linéaire qui, globalement, plus on consommait des ressources, quelles qu'elles soient, plus notre production et notre développement économique étaient importants. On voit bien que ce modèle-là ne marchera pas et va nécessiter une réinvention de l'ensemble des différents modèles économiques que l'on a dans l'ensemble des secteurs économiques si l'on veut pouvoir assurer le développement de ces populations tout en préservant un modèle économique de qualité, puisque moi-même voyageant beaucoup à travers le monde, je ne pense pas que ces populations veulent nécessairement revenir au Moyen-Âge ou à un autre âge de non-consommation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Quelques idées simples, mais on a beaucoup parlé d'économie circulaire ces derniers jours, et c'est sûrement un sujet qu'il va falloir qu'on poursuive, parce qu'on voit bien que l'inefficacité de notre modèle économique va nécessiter une évolution des modèles circulaires. On voit aujourd'hui que les taux de recyclage de déchets sont très différents selon les industries. Il y a des progrès sur les métaux, des progrès sur l'emballage, mais il y a énormément de secteurs économiques, y compris le secteur du numérique, dont on parle beaucoup, où les progrès de recyclage sont toujours devant nous. De même manière, sur l'obsolescence programmée, on voit des progressions sur certaines économies, sur certaines industries, mais encore beaucoup de choses à faire. 2e élément de la réinvention, c'est le numérique, si on veut parler français, ou le digital. Le digital rapproche le consommateur du producteur. On a tous en tête l'exemple de la voiture, qui est utilisée 5 à 10% de son temps, avec 1,1 passager. Comment on optimise
avec les plateformes, dans cette économie partagée, les biens que l'on produit. Ça va être un élément très important. Aujourd'hui, on voit des modèles intéressants. On a tous parlé de Blablacar, vos enfants les utilisent sûrement. On a tous parlé de modèles économiques qui permettent de partager la valeur des éléments produits. C'est un élément de transformation encore qui est devant nous et sur lequel il va falloir qu'on continue à travailler. Troisième élément de réinvention, c'est bien sûr tout ce qui vient de COP21 et du développement durable. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit sur le domaine de l'énergie, puisque le domaine de l'énergie a bien sûr un élément considérable à jouer dans cette efficacité de ces nouveaux modèles économiques. Seul point que je voulais dire, c'est que je partage complètement que l'avenir est électrique, c'est-à-dire qu'on voit très clairement dans toutes les prévisions, et l'électricité a ce rôle très important du fait de l'urbanisation des populations à travers le monde. Ce que l'on voit très clairement, c'est que l'électricité peut être produite de manière différenciée et peut être produite avec des éléments de réduction de CO2 qui vont jouer un rôle absolument clé dans l'avenir, dans la planète et dans la réinvention. Mais ça va bien au-delà de l'énergie. L'ensemble des secteurs économiques ont aussi un rôle à jouer pour adopter les réglementations, pour adopter une activité plus sobre et plus bas carbone. L'économie bas carbone, c'est pour demain et elle doit encore se mettre en place. Alors mon troisième point, c'est où est-ce qu'on en est ? Bien, selon qu'on soit optimiste ou pessimiste, on peut dire différentes choses. L'optimisme, c'est qu'il y a une mobilisation. Clairement, je pense que partout à travers le monde, on a beaucoup parlé de la Chine, l'ensemble des intervenants, des entreprises, des acteurs économiques, des gouvernements, même de la gouvernance mondiale est mobilisé sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas assez vite. Et tous les dirigeants d'entreprises, tous les dirigeants que l'on voit à travers le monde le reconnaissent. On est sur la bonne direction, on est sur la bonne trajectoire, mais on n'est pas dans la vitesse qui est nécessaire. Et ça, je pense que ça va nécessiter la mobilisation de tous. C'est pour ça que ces réunions participent de cet effort, puisque c'est les gouvernements, c'est les entreprises. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans les entreprises, c'est les entrepreneurs, mais c'est surtout aussi, à mon avis, en finale, les citoyens. Parce que je pense que la prise en compte des citoyens pourra donner cette supplément d'âme, mais aussi ce supplément d'activité qui va être nécessaire. Et je pense en particulier la génération des milléniums qui arrive va nous aider à accélérer, parce que l'accélération va devenir de plus en plus l'élément déterminant de cette réinvention des modèles économiques qui est tirée par cette démographie galopante que je prendrais moi personnellement comme une excellente nouvelle, mais qui va poser quelques challenges à nous tous et on est là pour les relever avec vous tous. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé des structures de l'économie aussi. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas produire aujourd'hui dans une façon plus décentralisée aussi, justement dans les questions d'énergie? C'est une des questions peut-être on peut toucher après. Mais d'abord, monsieur Reza Dekati. Excusez-moi que vous avez dû attendre un peu, mais ça va être une contribution très précieuse parce que M. Reza Dekati, c'est quelqu'un qui reste pas comme nous dans nos bureaux climatisés, mais c'est un homme qui est dans le terrain, qui voit des choses de très près. Et j'ai vu sur votre site web, vous vous appelez pas seulement un war correspondent, mais aussi un peace correspondent. Je sais bien aimé. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup pour ce temps et surtout tous les collègues qui ont expliqué avec une très grande connaissance et expertise le problème de point de vue que nous voudrions en parler. Moi, en vous écoutant et aussi en réfléchissant à l'ensemble de ce débat, ça me rappelait que beaucoup de choses qui se disent, je suis un observateur sur terrain, c'est au-delà des chiffres, au-delà des mots, c'est mes observations en tant que photographe ou journaliste ou juste humaniste, quelqu'un qui est sur terrain et pas n'importe quel terrain. Les terrains sur lesquels je passe depuis ces 40 ans, c'est beaucoup des zones de guerre, des conflits, les camps de réfugiés, les endroits où il y a une vraie page de souffrance humaine qui est en train de se tourner. Et ça m'a emmené à la réflexion suivante par rapport à ce que j'entends et ce que
je lis par rapport à l'ensemble de ce qu'on est en train de discuter. La première qui m'est venue, c'est que depuis plusieurs décennies, je me rappelle combien de fois on a entendu parler de fin du monde, combien de fois les gens, pour les différentes raisons, ils ont dit voilà, c'est fini, telle date, c'est la fin du monde, voilà, c'est le désastre, voilà, on va finir. Et la même chose par rapport à la population du monde. Le fait qu'on passe de 2 milliards à 10 milliards, ou on passera à 15 milliards, ça n'a aucun impact et importance de ce qu'on croit, ni c'est la fin du monde, ni c'est le début du monde. Il y a une autorégularisation de nature qui doit se faire aussi. Et d'autre part, c'est par rapport à la nourriture, un des problèmes qu'on pose, c'est la nourriture pour ces 10 ou 15 milliards. Je me rappelle dans un de mes voyages, j'étais dans une petite tribu africaine et j'avais compté, ils avaient seulement 11 aliments dans l'ensemble de leur vie qu'ils mangeaient. Il y avait 11 différents aliments qui le servaient à vivre, à continuer ça. L'année d'après, je me suis trouvé dans une des villes le plus peuplé de Chine, dans ce fameux supermarché et je crois qu'il doit y avoir peut-être 300 ingrédients différents qu'ils étaient en train de manger. Donc entre ceux qui ont besoin de 11 et entre ceux qui ont déjà arrivé à trouver 300, ce que ça veut dire, c'est que la Terre a assez de matériaux et assez de moyens pour nous nourrir. Si on va dans cette réflexion qu'on a besoin de nourrir des gens. Donc, ce n'est pas la nourriture qui pourra poser des problèmes. Donc, qu'est-ce qui pose des problèmes, en réalité? Quel est le problème aujourd'hui de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, ça? Je le vois sur deux différents registres. La première, c'est que beaucoup des analyses qui se font, beaucoup des suggestions qui se font par rapport à l'avenir de l'homme, par rapport à ce que nous vivons, c'est basé seulement sur la durée de la vie des gens eux-mêmes. Les gens, ils prennent leur durée de vie de 80, de 100 ans, et après, ils essayent de voir si tout le problème mondial est réglé dans ce moment ou non. C'est pour ça qu'on entend de dire « Oui, mais regardez, ça n'a rien changé, c'est toujours la guerre, c'est toujours la famine, il n'y a rien d'autre. » Et moi, je le dis, mais attendez, est-ce que vous voulez bien prendre ça dans une échelle historique, dans l'échelle du monde, de voir où est-ce que nous étions il y a 2000 ans, où est-ce que l'homme était il y a 10 000 ans, et où est-ce que nous sommes aujourd'hui, par rapport à l'ensemble de ce qu'on peut croire dans le confort physique, dans le confort, je dirais, matériel, dans l'intelligence, dans l'éducation et d'autres. On voit très bien qu'il y a une vraie évolution de l'humanité vers l'avenir, vers une perfection. Donc, de dire que rien n'a changé, que ça ne va pas du tout, je crois que ça aussi, c'est une moyenne à double réflexion, de voir est-ce qu'on met tout ça, le cursus, sur notre vie, ou on met ça sur quelque chose de plus important. Et comme on dit, est-ce qu'il faut donner à manger à quelqu'un, ou il faut l'apprendre à pêcher, ou il faut planter un arbre? C'est aussi l'ensemble de ça qui change notre vision de ce qui est le monde aujourd'hui. Ensuite, on vient sur l'économie. S'il y a un élément aujourd'hui, quelque part, qui ne répond pas à nos besoins, à nos besoins, et le besoin de l'humanité, c'est bien l'économie. Ils ne répondent pas parce que plus il essaye d'inventer de nouvelles formes, plus on voit qu'on est en train de complètement arriver à un monde impensable et inimaginable, dans un monde où il y a, je n'ai pas inventé des chiffres, comment on peut accepter qu'il y a 1% d'une population qui a
presque 80% de richesse ou 50% de richesse. Si c'est ça que notre système d'économie ou nos économistes, ils ont engendré, donc il faut poser la question, le fondement de ce système, de dire que finalement, beaucoup de problèmes que nous vivons, ça vient de ce système que nous sommes en train d'alimenter, que nous sommes en train même de faire des colloques, des panels, pour parler de ce système que déjà, on voit qu'on ne répond pas. On a vu il y a quelques jours que l'homme le plus riche de France a eu doublé sa richesse dans 3-4 ans. Est-ce que les 90 autres % des gens qui vivent ici, ils ont vu aussi leurs moyens de vie augmenter? Est-ce que les 99 autres % des employés, des ouvriers et d'autres gens, ils ont vu aussi leur capacité d'augmenter autant ou non? Ensuite, on vient parler de migration, poser une question aussi. Donc, pour vous dire combien on essaie de trouver quelque part des problèmes pour ne pas parler de vrais problèmes. Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards de migrants sur Terre. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire « je ne suis pas migrant ». Il n'y a pas une seule personne qui peut dire que je suis ici depuis 3 millions d'années, 2 millions d'années, même ça. Donc, ce mouvement, comme Madame aussi l'a bien expliqué, c'est un mouvement continuel. Après, il y a eu des hauts et bas. Il y a eu un moment, pour différentes raisons, il y a eu plus de gens qui ont parti, il y a eu un moment moins. Donc, l'ensemble de ça, l'ensemble de ces réflexions, ça m'amène de dire qu'il faut toujours réfléchir et penser out of the box. Et que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous décrit, c'est quelque part, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut le voir différemment, avec un œil différent. Et voilà ce que j'essaye de voir les choses différemment, en étant sur place, et en ayant trouvé d'autres solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reza. Alors, on a touché à beaucoup de différents sujets, inégalité, migration, population, mais le sujet est complexe et a beaucoup de dimensions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, ça veut dire que toutes les questions sont... tout le monde est satisfait, oui, c'est ça? Pas de questions? Ok, alors, je donne la parole à Hippolyte pour conclure le débat. Alors, je vais conclure le débat en 1 minute. Hein. Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Donc, nous sommes 7,5 milliards de migrants sur Terre. Il y a des questions, c'est vrai. Merci Reza de nous proposer finalement cette vision différente et cette image différente. Il y a des enjeux, ça a été répété. Il y a des enjeux qui viennent notamment du sud de la Méditerranée, de pays comme la Jordanie qui font face à des flux de migrants très importants, des pays comme la Tunisie, vous l'avez répété, où même si ça va mieux, il y a des soucis quand même. Il y a des solutions. Peut-être je terminerai, il y a des solutions, Jean-Bernard Lévy les a proposées, la transition énergétique, mais il y a aussi, comme disait Jean-Marc Olagnier, l'économie circulaire qui peut nous aider, mais peut-être qu'on peut finir avec Adam Smith et Shermin. Hein. On a besoin d'un voisin riche, important. Et donc, le principal message que je retiens de ce panel, c'est ce partage et ce besoin de partager pour répondre à un défi qui est collectif. Je vous remercie.